Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin. Je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le rédacteur en chef du magazine économique Pour l'Écho, un magazine tourné vers les publics étudiants. Aujourd'hui, nous allons avoir la joie de participer à un débat que j'anime sur le thème transition environnementale et inégalité. C'est un sujet énorme. C'est un sujet énorme parce que les inégalités sont tout de suite et que la transition environnementale est un processus long qui se déploie sur plusieurs générations et le fait de les mettre les unes face aux autres est un exercice difficile et pourtant absolument indispensable parce que si les inégalités triomphent, eh bien la transition environnementale n'aura pas lieu. Et il faut qu'elle ait lieu, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés deux intervenants que je vous présente à l'instant. Catherine Larère, à ma gauche. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Vous êtes philosophe. Vous avez longtemps été spécialiste de la philosophie des Lumières et en particulier de Montesquieu. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Vous êtes aujourd'hui une spécialiste de l'éthique environnementale et vous êtes l'auteur, entre autres ouvrages, de Inégalité environnementale chez PUF en 2017. On revient vers vous très très vite, Catherine. À ma droite, Jean-Marc Borrello. Bonjour. Vous êtes le président du groupe SOS. Vous aimez vous présenter comme une association française à but non lucratif, mais évidemment, tout le monde sait que vous pesez aujourd'hui extrêmement lourd économiquement, en plus d'être un acteur social considérable, puisque vous gérez un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Vous êtes le spécialiste de la lutte contre toutes les exclusions. C'est votre ADN depuis très longtemps. Vous êtes composé d'à peu près 650 établissements et vous gérez plus de 20 000 salariés. Donc vous êtes un poids lourd de l'ESS, comme on dit. Et peut-être que vous êtes le premier acteur de l'ESS en Europe. Peut-être vous nous le direz tout à l'heure. Oui. Très bien. Alors, pour commencer le débat, qui va durer 30 minutes et qui est assez court, donc, je voudrais à tous les deux vous poser une question légèrement indirecte par rapport au sujet, mais est-ce que la transition énergétique peut être démocratique? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est-à-dire, être démocratique, ça veut dire être à la fois efficace face au réchauffement climatique, se faire dans des délais cohérents avec la menace, et être socialement acceptable, c'est-à-dire ne pas créer trop d'inégalités. Catherine, c'est à vous. Alors, je voudrais revenir un peu sur les mots. Il ne faut pas inviter des philosophes si on pense qu'ils vont répondre directement aux questions sans revenir sur les mots de la question. Donc, je voudrais revenir sur le terme de transition, qui est un terme ambigu, assez faible finalement. La transition, c'est quelque chose entre deux moments. On a l'impression que ce qui est important, c'est ce qui est avant ou ce qui est après. Et donc, on a adopté ce terme en fait pour une signification forte. Qui est plus forte que ce qu'on disait à propos du développement durable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de continuer comme avant en respectant un certain nombre de contraintes, ce qui était la question du développement durable, mais la transition, c'est vraiment le passage d'un système ou d'un modèle à un autre. Donc, c'est un mot faible pour des choses fortes. Et la deuxième remarque que je voudrais faire avant d'en venir à votre question sur la démocratie, c'est on parle. Une autre ambiguïté du langage, c'est qu'on parle aussi bien de transition environnementale, de transition écologique, de transition énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de transition énergétique? On entend en gros qu'on remplace les énergies carbonées de sources fossiles qui ont les effets qu'on connaît sur le changement climatique, qui augmentent le volume de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc les conséquences qu'on connaît, par des énergies non carbonées, renouvelables, substituables. Alors, deux choses là-dessus. En rester là uniquement, justement, comme je vous ai dit, transition, c'est un mot fort, c'est un mot faible pour une chose forte. En parlant de transition écologique, on montre qu'il n'y a pas simplement une question finalement de changer les moyens de l'énergie, mais les moyens énergétiques, mais la question c'est une transformation beaucoup plus globale. Et donc, du coup, la question sociale. Je dirais que ce qui fait la différence entre transition énergétique simplement et transition
environnementale ou écologique, c'est justement la dimension sociale et la dimension globale. Tant qu'on en reste à la question de la transition énergétique, on a tendance à voir ça comme une question technique ou comme l'articulation de questions techniques et d'éléments de marché ou financiers. Dès qu'on en vient à la dimension sociale, justement, on prend en compte les inégalités et on voit qu'il s'agit de quelque chose qui ne peut pas être uniquement, pour prendre une référence presque caricaturale, de changer les moteurs des voitures en passant de moteurs thermiques à des moteurs électriques. C'est aussi dans la façon de se servir des voitures que ça va changer. Alors j'en viens à la démocratie. La démocratie, alors on voit immédiatement que ça prend en compte la question sociale, parce que la démocratie c'est la question de l'inégalité, et un pays lourdement inégalitaire ne peut pas être démocratique, mais que c'est aussi une question politique, et que cette question politique, on la voit par exemple si on en reste à la transition énergétique. On a aussi une façon un peu schématique de concevoir la transition énergétique, c'est on va changer un type d'énergie pour un autre type d'énergie. Mais beaucoup d'historiens, Fressoz, Jarige, ont montré que on change jamais simplement d'une source d'énergie pour une autre source d'énergie. On est toujours dans ce qu'on appelle un mix énergétique, c'est-à-dire qu'il faut composer entre différentes sources d'énergie, et même si on laisse de côté les énergies fossiles, on verra par exemple c'est le problème d'arbitrer entre le nucléaire et les renouvelables type éolien ou panneaux solaires. Donc là aussi c'est une question politique. Il faut arbitrer entre différents types d'énergie, et poser la question de la démocratie, c'est poser que cette question que les citoyens soient associés le plus possible à cette transition. Donc je répondrai efficacité, question technique, mais elle ne prend sens que dans un ensemble social. Merci beaucoup, Catherine. Jean-Marc, vous êtes, on le disait à l'instant, un acteur considérable du monde social. Vous êtes un opérationnel de la lutte contre les inégalités. C'est-à-dire que quand il y a une inégalité, vous êtes capable de proposer des solutions efficaces, des solutions de terrain. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher que les inégalités n'arrivent, justement? C'est ça la grande question. On peut être le pompier des inégalités, le mieux c'est qu'il n'y en ait pas. Est-ce que vous, dans le groupe SOS, vous êtes équipé pour ça? Alors, inégalité, transition, pour un entrepreneur social, depuis très longtemps, on essaie de promouvoir l'idée que les transitions, elles doivent être écologiques, sociales et économiques, dont on n'a pas encore parlé, parce qu'il ne peut pas y avoir simplement un traitement d'une des parties du sujet. Alors évidemment, lutter contre les inégalités, c'est faire en sorte que ceux qui ont été victimes des inégalités, pour des raisons qui peuvent être sociétales, sociologiques, personnelles, médicales, quelles que soient les raisons, c'est d'une part apporter des solutions à ceux qui sont en difficulté, mais c'est aussi construire des alternatives pour que ces difficultés ne perdurent pas. C'est-à-dire que le modèle économique en particulier est, à mon avis, une réponse extrêmement forte en matière de réduction des inégalités, qu'elles soient d'ailleurs sociales, environnementales ou économiques. Alors, nous gérons des établissements, pour aller vite, nous gérons des hôpitaux, nous gérons des centaines d'établissements pour personnes âgées dépendantes, nous gérons des maisons d'enfants, nous gérons des structures pour personnes handicapées, mais on gère aussi des parcs naturels en Camargue pour préserver la biodiversité. Nous intervenons dans une quarantaine de pays sur des métiers classiques pour des ONG, c'est-à-dire l'éducation, l'accès aux soins, etc., mais aussi la création d'entreprises avec des incubateurs d'entreprises au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud ou en Afrique subsaharienne. Donc l'ensemble de ces sujets doivent être traités en même temps, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas, pour en venir à la question, un accompagnement et une méthode démocratique pour avancer, on ne s'en sortira pas. Mais d'ailleurs, sans être désagréable, les deux dernières tentatives de traiter les sujets strictement techniques de transition énergétique, c'était les portiques de Madame Ségolène Royal. Ça a créé au moins les bérets rouges, et ensuite on a eu évidemment la réduction de la vitesse et la taxe sur l'essence qui a créé les gilets jaunes. Donc on voit bien qu'à ne prendre le sujet que par un bout de la lorgnette, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Et par ailleurs, les acteurs doivent être à la fois des citoyens
qui doivent adhérer à ces mouvements. Ça veut dire qu'il doit y avoir un débat, ça veut dire qu'il doit y avoir une véritable concertation avec celles et ceux qui sont concernés, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens. Il doit y avoir évidemment les pouvoirs publics qui, avec la réglementation, permettent d'orienter, mais il doit y avoir aussi, et j'allais dire surtout, les acteurs économiques qui sont capables d'inventer des dispositifs qui prennent en compte l'ensemble de ces sujets. Donc, c'est ce que le groupe SOS essaie de faire. Alors, s'il faut un exemple pour aller vite, lorsqu'on gère des établissements pour personnes âgées dépendantes à notre manière, qui n'est pas tout à fait la manière dont on a entendu pas mal parler dans la presse ces derniers mois, l'idée, c'est mettre au centre du dispositif le résident, évidemment la personne âgée. 2, avoir un modèle économique qui permet à toutes et à tous d'accéder à ces établissements, ce qui n'est pas le cas du privé lucratif, par exemple. Enfin, pour aller vite, il y a du privé lucratif, il y a du public, et entre les deux, il y a ce fameux monde de l'économie sociale, associative, mutualiste, qui gère des établissements. En ce qui concerne le groupe SOS, il y a très longtemps, on a inventé un dispositif économique qui n'existait pas dans ce monde-là, qui était pourtant pas très compliqué puisqu'il existe dans le monde HLM depuis 30 ans, qui était l'idée du surloyer solidaire. Soit vous ne prenez en charge que des personnes qui n'ont pas de moyens, et évidemment l'établissement se retrouve lui-même en difficulté économique, ne peut plus assurer l'entretien des murs, l'animation, etc. Soit vous prenez en charge uniquement ceux qui ont des moyens avec des tarifs plus élevés, c'est le cas du privé lucratif, et on ne peut pas lui reprocher d'être privé lucratif, c'est sa fonction et son statut. Soit comme un SOS, d'une part, vous prenez en charge ceux qui n'ont rien en ayant des établissements qui sont tous habilités à l'aide sociale, c'est-à-dire qui permettent de prendre en charge des gens qui n'ont aucun revenu, auquel cas c'est la solidarité nationale qui paye pour eux. Vous prenez en charge ceux qui ont un peu plus avec un tarif qui est largement inférieur au privé lucratif, et puis ceux qui ont plus, vous leur faites payer un surloyer, sauf que dans les établissements, évidemment, il n'y a pas de différence de traitement. Tout le monde a le même type de chambre, le même type d'animation et le même type de déjeuner ou de dîner. Ça veut dire que le modèle économique est un modèle qui permet de prendre en charge des gens qui ont des moyens différents, mais avec une qualité qui soit, j'allais dire, équivalente au secteur privé lucratif, avec une différence, c'est que ceux qui ont plus, pour aller vite, payent pour ceux qui ont moins. Ça fait un dispositif qui est pas tout à fait neutre, puisqu'on doit être le premier acteur associatif en matière de gestion de maisons de retraite. Donc on a plus de 110 établissements. Ça veut dire que dans ces établissements, qui sont en tout cas vécus par leurs clients comme étant de bonne qualité, on a des gens qui ont des revenus très différents et qui ont le même type de prestations. Ça, c'est de l'innovation économique. Ensuite, lorsque je pense que effectivement une certaine abondance risque de ne plus être aujourd'hui présente, il faut réimaginer, réenchanter des dispositifs qui existent et qui objectivement pourraient être améliorés. Un autre exemple pour la maison SOS, mais qui est qui illustre assez bien ce qu'on peut faire. Nous sommes présents dans les marchés d'intérêt nationaux, donc Rungis, Lille, Marseille, etc. Nous récupérons des fruits et légumes invendus qui étaient traditionnellement jetés. Ça veut dire des milliers de tonnes. C'est pas du tout anecdotique. Dans ces marchés, nous avons des équipes. Alors, on a choisi d'avoir des équipes de salariés en insertion, donc qui apprennent un métier, qui apprennent à être caristes, à être logisticiens, etc., qui récupèrent ces fruits et ces légumes qui devaient être détruits et qui les livrent à un réseau de 800 épiceries solidaires à travers le pays, qui sont des lieux où les gens qui ont des difficultés à acheter de la nourriture convenable trouvent du coup des fruits et des légumes, parce qu'objectivement, dans les épiceries solidaires, on trouve traditionnellement des produits secs. Vous savez, c'est ce que font nos camarades Secours catholique, Secours populaire, c'est-à-dire récupérer à la sortie des supermarchés des produits qu'on leur donne après avoir fait ses courses. Mais ça voulait dire que les plus pauvres avaient une nourriture qui était essentiellement faite de conserves et de produits secs. Grâce à ce dispositif, on forme des jeunes gens à des métiers qui leur permettront d'être indépendants. On évite du gaspillage alimentaire avec des millions de tonnes de fruits et légumes qui sont jetés, et on permet à celles et ceux qui en ont besoin d'avoir accès à des produits frais
de qualité à des prix qui évidemment sont de l'ordre de 10% du prix du marché. Donc ça, c'est la deuxième responsabilité de ce secteur, c'est d'innover. C'est-à-dire que quand on a l'avantage, j'allais dire la facilité comme moi de ne pas avoir d'actionnaire, eh bien lorsqu'on fait des résultats, parce qu'on fait des résultats, c'est aussi la contrepartie du dispositif, lorsqu'on fait des résultats, on peut utiliser ces résultats pour investir, innover, essayer des nouvelles propositions, et ça permet de répondre aux sujets économiques, environnementaux et sociaux en même temps. Et je crois que l'objectif va être de plus en plus d'avoir des objectifs, à la fois 2 ou 3 objectifs, mais l'entrepreneur social, pour aller vite, a toujours eu une religion laïque qui était de considérer qu'il avait 3 boussoles. Une boussole économique, parce qu'il faut équilibrer les comptes et payer les 22 000 salariés du groupe à la fin de chaque mois. Une boussole environnementale, parce qu'évidemment, il y a une vraie responsabilité dont nous sommes tous comptables. Et enfin, une boussole sociale, parce qu'on ne peut pas faire de transition, quelle qu'elle soit, si on ne prend pas en compte ceux qui sont le plus en difficulté. Alors, une petite question là-dessus. Vous disiez à l'instant qu'il faut innover et que vous innovez. Et pour un groupe de votre taille, c'est évidemment indispensable. Votre spécialité est la lutte contre les inégalités. Est-ce que, dans vos cellules de prospective, est-ce que vous anticipez des inégalités liées à la transition énergétique, spécifiquement de nouvelles inégalités qui se manifesteraient auprès de personnes qui ne sont pas aujourd'hui frappées par l'inégalité de manière différente? Est-ce que vous avez une idée de ça? Mais j'allais dire évidemment, et pour reprendre l'exemple celui que vous avez abordé, celui du véhicule. Enfin, nous avons tous roulé dans des, en tout cas moi, étudiant dans une poubelle qui avait 300 000 kilomètres, qui faisait de la fumée et qu'on avait récupéré. C'est juste, ce ne sera de moins en moins possible, voire plus du tout. Alors, effectivement, acheter un 4x4 hybride, c'est bien, si on a les moyens de payer, s'il est électrique, c'est encore mieux, sauf qu'un véhicule électrique de qualité aujourd'hui, alors, il y a une initiative de véhicule à 100 € par mois, je crois que c'est une initiative heureuse, mais globalement, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple, si vous avez des revenus, d'avoir un véhicule convenable, parfaitement électrique, sauf que s'il coûte autour de 100 000 €, c'est pas tout à fait à la portée de chacun. Donc évidemment qu'il faut prendre en compte, et ça a été le cas pour la réforme des 80 km/h. Si vous habitez Paris et que par ailleurs vous avez un chauffeur, la restriction à 80 km/h et la taxe sur l'essence vous concerne assez peu. Si vous habitez dans la ruralité, c'est évidemment plus difficile. Et quand on parle d'équité ou d'exclusion, le groupe SOS a eu une initiative dont on a un peu parlé ces dernières années, c'est de réouvrir des bistrots dans les petits villages. Donc on a lancé une opération qui s'appelle 1000 cafés et nous avons ouvert cette année 100 cafés, épiceries, dépôts de presse, etc., dans des petits villages dans lesquels il n'y avait plus aucun commerce. Ça, c'est aussi une manière de lutter contre les inégalités, parce que si vous habitez un petit village et que vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez juste plus faire vos courses, vous ne pouvez plus aller chez le médecin, et ça rejoint d'autres initiatives que nous avons prises sur les déserts médicaux. Mais le sujet, c'est que il y a aussi une vraie disparité entre les grandes agglomérations et nos villages, et d'ailleurs, après l'épidémie de Covid, un certain nombre de gens ont voulu se réinstaller dans ces territoires ruraux, sauf que, encore une fois, s'il n'y a pas le minimum de services, qui soient publics ou privés, d'ailleurs, nos bistrots sont aussi des relais postes, parce qu'on a passé un deal avec la Poste, pour que les gens puissent avoir accès à un relais poste dans un village dans lequel il n'y avait plus de poste. Donc tout ça, c'est très clairement imbriqué, et d'ailleurs, dans un d'entre eux, on expérimente une voiture électrique en libre service pour les habitants du village. Donc, qui est devant le bistrot, qui est rechargé par le bistrot et qui permet aux gens du village, lorsque c'est utile, de pouvoir emprunter la voiture et faire quelques kilomètres. Donc, encore une fois, c'est complexe. On ne peut pas l'aborder simplement sur le plan social, économique ou sur le plan environnemental. Il faut systématiquement prendre le risque de la complexité et traiter les trois en même temps. Merci Jean-Marc. Donc on vient d'avoir la réponse, l'avis, le sentiment.
d'un homme de terrain, même si c'est le patron d'un très grand groupe, vous restez un homme de terrain finalement. Tournons-nous maintenant vers la philosophe. Je crois savoir que vous avez récemment écrit un article, et là on revient à la philosophie des Lumières, un article sur, en gros, qu'aurait pensé Montesquieu de la transition énergétique, c'est-à-dire du sujet d'aujourd'hui. Donc vous allez vous mettre à la place de Montesquieu et nous dire comment résoudre cette contradiction transition énergétique, inégalité. Oui, alors pas exactement qu'aurait pensé Montesquieu, parce que Montesquieu était un homme du complexe, hein, et c'est, je pense, une des raisons de son actualité, c'est quelqu'un qui s'est jamais lancé dans la relation linéaire et la causalité simple. C'est d'ailleurs pourquoi sa théorie du climat a été très mal comprise, parce qu'on y a vu une détermination du social par le physique, alors qu'il montrait en fait des relations complexes. Donc c'est un penseur du complexe, et c'est en tant que tel qu'il est toujours intéressant. Et plus particulièrement, si vous voulez, l'article que j'ai écrit, c'est sur une phrase très courte d'un chapitre de l'Esprit des lois, où Montesquieu dit les hommes, par leurs soins et par de bonnes lois, ont rendu la terre plus propre à être leur demeure. C'est-à-dire, on peut penser que Montesquieu aborde quelque chose. Alors, bien évidemment, il n'a aucune idée de ce qui se passe aujourd'hui, il n'a aucune idée de ce qu'est un changement climatique, et il ne s'agit pas de dire qu'il l'a prévu, il n'y a rien à voir là-dedans. Mais comment est-ce qu'il aborde une question qui est, ils ont rendu la terre plus propre à être leur demeure? C'est ce qu'on appelle maintenant l'habitabilité, hein, et la question de la question du changement climatique, la question de la transition, moi je préfère dire transition écologique, est très liée à comment garder la terre habitable. Or, nous avons tendance aujourd'hui à voir ça essentiellement comme une question technique, hein. On reprend un mot qui est emprunté à la science-fiction, qui est le mot de terraformation, alors qui est censé rendre en science-fiction rendre Mars habitable ou bon, mais on peut se dire, vu la dégradation que nous faisons subir que les actions humaines font subir au climat, on va avoir besoin de re-terraformer la Terre. Et ce qui est intéressant dans Montesquieu, et c'est là que je pense que sa lecture peut nous amener non pas à trouver des solutions, mais à réfléchir, c'est que les hommes, par leurs soins et par de bonnes lois, c'est-à-dire qu'il n'en reste pas du tout à une question technique, hein, qui est celle de avec quels appareils est-ce que on va rendre l'atmosphère respirable. Il prend quelque chose qui prend en compte le rapport à la nature ou à la terre par leurs soins, par une attention à ce qui se passe, et par de bonnes lois, c'est-à-dire par une dimension politique. Alors, dans son chapitre, Montesquieu prend l'exemple qui est qu'on aime beaucoup au XVIIIe siècle, qui est et qui nous choque peut-être aujourd'hui, qui est de faire ce qu'on appelle faire couler les eaux, c'est-à-dire c'est la question des zones humides, hein, et de pas les laisser dans leur marais. Mais ce qu'il dit des travaux qui ont été faits pour que on soit pas dans les marais, c'est, dit-il, c'est un bien que la nature n'a pas fait, mais qui est entretenu par la nature. Et nous pourrions dire aujourd'hui que la phrase de Montesquieu nous donne un moyen d'aborder la question présente, ce qu'on appelle l'anthropocène, le changement climatique, c'est, je dirais, un mal que la nature n'a pas fait, mais qui est entretenu par la nature, qui, on le voit, hein, ça va plus vite que prévu, le réchauffement je reviens d'Arles et où il y a tout un rassemblement sur le vivant, la Méditerranée se réchauffe plus vite que prévu. Et donc, ce que nous permet de comprendre Montesquieu, c'est ce que je disais, ça ne peut pas être une question uniquement technique. C'est aussi une question politique, et c'est aussi la transition écologique, une façon de redéfinir nos rapports à la terre, à la nature, de voir les choses autrement. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a par hasard une question dans la salle? Non. Et nous n'avons pas non plus de questions sur la tablette. Donc peut-être dans les 2 minutes qui vous restent à chacun, la question des acteurs. Dans le système actuel, est-ce que la France
et les pays comparables sont équipés. Et Jean-Marc, je fais allusion à ce que vous disiez tout à l'heure sur maintenant les associations vont sur le terrain du privé lucratif. Est-ce que les acteurs du privé lucratif, les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, sont dans le bon état d'esprit? Est-ce qu'elles évoluent dans le bon sens assez vite pour remplir leur rôle? Oui et non. Elles évoluent dans le bon sens, de manière évidente, assez vite, non, de manière évidente. Encore une fois, je crois que ce qui s'est passé ces dernières années sur les acteurs, je fais partie de ceux qui ont répandu l'idée que il n'y a pas plusieurs économies, il y a une économie. Ce qui importe, c'est pas les statuts des uns et des autres, c'est les statuts ne faisant pas la vertu. Hein, on a des associations de malfaiteurs, des coopératives malhonnêtes, et il y avait quelques mutuelles très mal gérées, et il y avait des entreprises commerciales parfaitement vertueuses. Le sujet n'est pas de se demander quel est le statut des uns et des autres, mais plutôt de mesurer l'impact de ce que les uns et les autres font. Donc le groupe SOS a créé un dispositif qui, je crois, qui est un impact tank, donc avec volonté de mesurer cet impact, et qui surtout permet la rencontre entre le monde de l'entreprise, le monde des ONG et le monde universitaire, puisque nous travaillons avec les labos de recherche de la Sorbonne, de Dauphine, du CNAM et de quelques autres. L'idée étant de dire, essayons de mesurer ensemble les impacts de ce que nous faisons, écologiques, économiques et environnementaux, pour améliorer ce que nous sommes capables de faire, mais encore une fois, ensemble, faire avancer très vite un des sujets sans se préoccuper des deux autres est le meilleur moyen de ne pas fonctionner. Moi, ce que j'observe, c'est que le monde de l'économie sociale, depuis la loi Hamon, a ouvert ses portes aux entreprises commerciales. J'ai beaucoup débattu avec Benoît Hamon, mais on y est arrivé. Donc, les entreprises commerciales ont eu accès au statut d'entreprise d'utilité sociale, et depuis, avec la loi Pacte, nous avons fait le chemin inverse et permis aux grandes entreprises de se donner une mission, de se doter d'un comité de contrôle de la mission, de se donner une raison d'être. Donc on voit bien que de part et d'autre de la frontière économique entre l'économie sociale et l'économie de marché, il y a eu du mouvement. Chacun se rapproche, et moi j'appelle de mes vœux. Et au niveau international, hein, c'est l'économie sociale sera à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies dans l'année qui vient. Elle a été à l'ordre du jour de l'OIT et de l'OCDE. Il faut qu'au niveau international, on réussisse à avoir une économie dont on mesure l'impact sur les trois secteurs environnementaux, sociaux et économiques. Merci beaucoup. Catherine, il vous reste 1 minute pour nous dire ce que la philosophe trouve qu'il faudrait changer, c'est un peu court, dans le système pour que les inégalités ne s'accroissent pas avec la transition. On a commencé avec la démocratie. Moi, je propose qu'on termine avec la démocratie. On a parlé de citoyens. Ce sont pas simplement des consommateurs. Il y a des initiatives aussi bien politiques que économiques et sociales. Et je crois qu'il ne s'agit pas uniquement de prévoir ce qui va se passer, mais de regarder ce qui se passe et d'encourager ce qui est en train de se passer. Je pense par exemple dans le secteur agricole, où il y a des initiatives en agroécologie, en agriculture biologique, en permaculture. Il faut les soutenir et les accompagner. C'est pas uniquement quelque chose qui vient d'en haut. C'est aussi quelque chose qui vient de la participation de tous les citoyens. Et parler de citoyens, c'est parler de leurs compétences. Et je crois que ça me paraît important. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour cet entretien très très riche. Merci à tous ceux qui nous regardent, et je vous invite à continuer à participer aux entretiens enseignants entreprises. Merci à tous.